Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence qui clôture le mois de l'éducation physique, de la santé et du plein air. Donc, avant qu'on commence la séance, j'aimerais préciser que la conférence est enregistrée et que plus tard, on va la diffuser en ligne. Par contre, on a prévu une petite période de questions-réponses à la fin de la présentation et cette période-là, par contre, elle ne sera pas mise en ligne. Donc, d'ailleurs, étant donné qu'on est en train de parler des questions là, je vous invite à les écrire dans le chat tout au long de la conférence et je vais pouvoir les poser à nos panélistes à la fin. Et si jamais on a des journalistes dans la salle, je vous invite à le mentionner lorsque vous écrivez ou lorsque vous posez votre question pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Et alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'activité physique régulière apporte de multiples bienfaits pour la santé, c'est un fait. On sait aussi que c'est un facteur de protection qui permet de prévenir plusieurs maladies chroniques. D'ailleurs, on sait aussi qu'il y a plusieurs études qui nous montrent que c'est quelque chose qui est essentiel au développement des enfants et des adolescents. Et en plus, lorsque cette activité physique est pratiquée en groupe, en fait, c'est un réel instrument de cohésion, de socialisation et même d'intégration sociale. Donc, pour résumer, la pratique de l'activité physique, c'est vraiment quelque chose de déterminant, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale et sociale des jeunes. Pourtant, à l'heure actuelle, ce que l'on constate, c'est que les jeunes Québécois font face à un double enjeu qui menacent en plus leur état de santé, présent comme futur. D'un côté, on observe une augmentation de l'inactivité physique et de l'autre, on observe vraiment un renforcement des comportements sédentaires, en particulier ceux qui sont liés à l'utilisation des écrans. Et d'ailleurs, en fait, selon un sondage réalisé l'hiver dernier par Léger pour le compte de la coalition Poids, c'est vraiment près de 2 jeunes sur 3 âgés entre 14 et 17 ans qui vont utiliser un écran pour se divertir pendant plus de 2 heures par jour, donc ce qui dépasse les recommandations que l'on connaît. Et ce taux-là augmente à 90% la fin de la semaine. Une autre donnée qui est sortie de ce sondage, c'est que pendant la semaine, c'est 76% des adolescents qui consacrent moins de 2 heures par jour à des activités récréatives sans écran. Et ce taux-là, il va diminuer à 49% à la fin de la semaine. Donc, ces données-là nous montrent à quel point l'utilisation des écrans est vraiment devenu le comportement sédentaire qui est prédominant ces dernières années. Et d'ailleurs, en fait, tous les faits saillants du sondage que je suis en train de vous parler, on les a regroupés dans une infographie et puis elle sera publiée bientôt pour que vous puissiez tous en prendre connaissance. Et parallèlement, en fait, à ces comportements sédentaires, on voit que le temps actif aussi des jeunes préoccupe plusieurs organismes, mais aussi plusieurs professionnels. Avant la pandémie, c'était déjà moins de 4 jeunes sur 10 qui atteignaient la cible recommandée de 60 minutes d'activité physique par jour. Depuis le début de la pandémie, on constate que cette prévalence-là a aussi très fortement baissé. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de discuter de ces problématiques-là et surtout de souligner les solutions qui pourraient être implémentées pour permettre à tous les jeunes d'adopter un mode de vie physiquement actif. Et pour parler de tout cela, on a vraiment la chance d'avoir comme panélistes aujourd'hui 2 spécialistes du sujet. Donc, on a M. Steve Hager, qui est président directeur général du réseau Accès Participation, et on a aussi Madame Marie-Maude Dubuc, qui est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Merci à vous deux d'avoir accepté d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, Monsieur Heger, je vais me tourner vers vous pour commencer. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les tendances que vous observez au sujet de la pratique de l'activité physique chez les jeunes? Oui, ben, d'abord, bonjour tout le monde. Merci à la Coalition pour cette tribune qui m'est offerte aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous arrive un peu avec un double chapeau, celui je dirais, représentant de participation, parce que je suis sur le comité aviseur là, du bulletin de l'activité physique à chaque année, mais aussi avec le réseau Accès Participation, on a travaillé aussi à une vaste étude pan-canadienne sur l'état du secteur du sport, de loisirs et de l'activité physique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter certains éléments qui traitent un peu de ces deux aspects-là qui vont venir nous amener justement un regard sur la pratique d'activité physique, mais aussi les grandes tendances lourdes là, qui actuellement nous frappent post-pandémie, on pourrait le mentionner comme ça. Donc, ça a été mentionné d'entrée de jeu que oui, les données d'activité physique chez les jeunes euh, stagnent depuis plusieurs années. On est à 39% des jeunes de 5 à 17 ans qui atteignent les directives de 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée.
On est à travailler sur le rapport de 2022 parce que ça, c'est les chiffres de 2020. Et il ne faut pas s'attendre à des changements majeurs, là, surtout là, au sortir d'une pandémie. On peut sentir que les chiffres seront sensiblement les mêmes. Sinon, sans vous sortir un scoop, là, on est à peu près dans les mêmes eaux. Lors du dernier bulletin, on mentionnait aussi que 41% des jeunes atteignaient le 12 000 pas par jour, qui peut aussi équivaloir à la recommandation pour l'intensité d'activité physique légère. Au Québec, c'est un petit peu plus bas que la moyenne canadienne, on est à 38%. Donc, au final, c'est aussi moins de 1 jeune sur 5 qui atteint les directives de ce qu'on pourrait dire les 24 heures de mouvement, c'est-à-dire le temps d'activité physique, le temps sédentaire, moins de 2 heures de temps sédentaire par jour et 9 à 10 heures de sommeil fonction des âges. Donc, 1 sur 5. On est à moins de 1 sur 5, ça, c'est 15%. 15% de nos jeunes n'atteignent pas cette directive-là sur 24 heures. Et lorsqu'on regarde pendant la pandémie, parce qu'une étude a été faite aussi pendant la pandémie, ces chiffres-là ont chuté de à 4,8% chez les jeunes de 5 à 11 ans. Donc, on passe de 15 à 4,8. Mais aussi, alarmant, 0,8% des jeunes de 12 à 17 ans ont maintenu les directives sur 24 heures. Principalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, toutes nos activités ont été fermées, mais surtout, le temps sédentaire et le temps écran est venu augmenter de façon significative. Si vous savez, au Canada, c'est 53% des jeunes de 11 ans et plus qui ont un téléphone mobile, un téléphone intelligent. Et lorsqu'on prend les 12 ans et plus, c'est 69% de ces jeunes-là qui ont un téléphone intelligent. Donc, du moment que l'activité physique n'est pas une option, la facilité prend sa place et le temps écran et le temps sédentaire est en croissance de façon significative. Pendant la pandémie, 62% des jeunes nous ont dit qu'ils étaient moins actifs à l'extérieur, alors que pourtant, on aurait pu penser que l'activité organisée qui était freinée à cause du confinement aurait pu se traduire par des activités extérieures. Chez les jeunes, ça ne s'est pas traduit par des activités extérieures. Au contraire, 79% d'entre eux ont dit avoir passé plus de temps libre devant l'écran que ce qu'ils passaient auparavant. Donc, rapidement, on voit les effets de la pandémie. Comme je vous le disais, l'étude pan-canadienne qui a été faite aussi nous a dit que oui, on n'est pas aveugle. Le sport organisé a été freiné, a été confiné, ce qui fait que ça a arrêté beaucoup de jeunes à la pratique d'activité physique. Mais ce qui est le plus alarmant, c'est que lorsqu'on sonde les parents et certains jeunes, il y a une hésitation à revenir au sport. Donc, ce n'est pas actuellement, là, on voit la relance du sport dans différentes disciplines et on a de la difficulté à atteindre les chiffres qu'on pouvait avoir avant la pandémie. On entend aussi beaucoup que les inégalités ont été amplifiées pendant la pandémie, c'est-à-dire que les clientèles qui étaient moins bien desservies ont été encore plus difficiles à rejoindre. S'il y a quelque chose, on a fait des pas de recul par rapport à ces clientèles-là. Quelles sont-elles? On peut penser des filles et des femmes qui déjà sont moins actives, nos adolescents, nos jeunes adultes, fin du secondaire, cégep, on en a entendu plusieurs dire qu'ils étaient oubliés. Les gens avec des handicaps et limitations, bien entendu, c'est encore plus difficile à rejoindre. Nos nouveaux arrivants, nos communautés culturelles qui, pour eux, en plein confinement, en plein hiver, ça a été plus difficile aussi d'aller à l'extérieur. Donc, nécessairement, là, il y a un groupe de gens qui vont être frappés plus dur et on peut penser à un pas de recul. Malgré qu'on avait fait des gains importants au Québec sur la pratique d'activité physique, sur l'environnement favorable qu'on offre à nos jeunes, il faut penser qu'on a un petit pas de recul de ces 2 années-là de pandémie. Ça va avoir quand même un impact sur la pratique d'activité physique et des prochains chiffres qu'on aura. On a recensé beaucoup que le plein air, la pratique libre, la pratique spontanée, la marche et le vélo ont été en croissance. Et ça, c'est des chiffres qui sont très, très forts. Mais c'est des chiffres chez les adultes. On ne sait pas encore si ça s'est traduit chez les jeunes, chez les enfants. C'est ce fait de pouvoir sortir, d'avoir un peu de liberté d'action. On n'a pas encore les données à savoir si ça s'est traduit chez les enfants. Par contre, ce que les organismes nous ont dit, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, ils ont eu à penser en bulle familiale, dans une notion de bulle. Et cette notion de bulle-là a créé une nouvelle façon de voir l'activité physique où justement parents, enfants, familles ont des activités de façon simultanée dans des espaces publics. Le dernier rapport de participation, le dernier bulletin, mentionnait un chiffre très important. Puis pour moi, c'était la première fois que je le voyais vraiment sur papier, dans un écrit et documenté avec la littérature.
c'est que chaque période de 20 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chez l'adulte, chez le parent, se traduit généralement par un 5 minutes de plus chez l'enfant. Donc, si on a bien fait notre travail du côté des activités bulles ou des activités ou de la pensée famille, je vous dirais qu'on peut penser avoir eu certaines répercussions chez certains enfants. Mais pour ceux que leur pratique était centrée sur la pratique organisée, structurée, encadrée, ben peut-être qu'on n'a pas eu les mêmes gains. Alors, quand on va regarder tantôt dans les pistes de solutions, là, c'est quelque chose qu'on pourra regarder. Bien entendu, j'ai dit que les parents, s'ils sont actifs, ça peut avoir un impact chez les enfants, mais aussi, nos parents ont aussi, nos adultes, on a aussi des comportements à l'égard du téléphone mobile et du téléphone intelligent qu'il va falloir regarder. Le dernier rapport de participation disait que 52% des parents jugeaient eux-mêmes passer trop de temps sur leur écran. Ça, c'était en 2020. Alors qu'en 2016, c'était 39%. Donc, même en s'auto-évaluant, là, les parents sont en train de nous dire qu'ils passent plus de temps sur leur appareil mobile. Même les enfants, lorsqu'on leur demande de regarder, est-ce que tes parents, est-ce que ta famille passe trop de temps devant l'écran? Ben, c'est passé de 28% à 39% des jeunes qui considèrent que leurs parents devraient réduire leur temps écran. Donc, on a un petit jeu ici, un enjeu, c'est-à-dire de savoir que oui, on peut être une influence très, très positive, mais on peut aussi avoir une influence vers d'autres comportements. Et c'est là que Participation invitait la population en 2020, les parents, les familles, à prendre un geste concret de famille active, c'est-à-dire se donner un engagement de bouger plus ensemble, mais aussi de trouver une façon de réduire le temps sédentaire et le temps écran par des règles, des règles de vie qu'on pourrait se donner en famille pour des fois laisser le téléphone de côté puis penser à autre chose. Donc, les grandes tendances, là, puis dans un aperçu très bref, on est dans ces angles-là, mais il faut dire qu'on peut agir aussi. Il y a des façons d'agir, puis je laisserai Marie-Maude aller un petit peu plus loin dans ces gestes-là, mais on commence à avoir de plus en plus de recommandations. On a longtemps parlé du temps d'activité physique d'intensité modérée à élevée parce que c'est celui qui nous amène le plus de bienfaits, bien entendu. Mais même chez les jeunes, on est en train de regarder à dire l'intensité légère. Est-ce qu'on peut l'augmenter? Est-ce que chaque geste que l'on fait peut compter? Alors, augmenter ce temps d'activité physique d'intensité légère, c'est quoi? C'est faire le choix du transport actif, d'aller peut-être un petit peu plus vers les activités extérieures qui progressivement augmenteront en intensité, mais au moins commencer à prendre des pas, des gestes concrets pour bouger. On va parler tantôt des jeunes dans le milieu scolaire, mais la cour d'école, l'aménagement de la cour d'école est aussi une façon où on pense souvent jeu, activité et les jeunes doivent bouger, mais simplement par un aménagement plus fluide où justement la marche, les espaces sont utilisés, mais on peut favoriser quand même un niveau d'activité physique d'intensité légère qui fera en sorte qu'on peut s'oxygéner, qu'on peut reprendre un peu aussi un petit peu d'énergie à travers le fait de bouger, même si ce n'est pas à forte intensité. Pour ce qui est des activités d'intensité un petit peu plus élevée, modérée, ben, ce qu'on voit, c'est justement que si le sport organisé, s'il y en a qui délaissent le sport organisé, c'est peut-être parce que celui-ci ne répond pas toujours ou en partie à leurs besoins. On voit bien que l'offre ne répond pas à tous. Je parlais tantôt des oubliés, donc variété, diversité et choix seront des mots-clés à avoir pour impliquer jeunes et familles dans le choix d'activités, d'augmenter cette diversité-là pour qu'il y en ait un panier de services pour tous et que tout le monde puisse se sentir concerné là, par les activités qui sont là. Bien sûr, des mesures pour réduire le temps sédentaire, le temps écran. Quand je dis là aussi, on peut penser qu'on remet tout le fardeau à la famille, mais c'est devenu aussi un outil qu'on utilise très, très, très régulièrement, que ce soit là, à l'école, dans nos environnements. Donc, il y a des règles aussi qui peuvent être installées dans le milieu scolaire, dans les classes, à certains endroits pour essayer de voir à diminuer ce temps écran-là d'une certaine manière. Pratique libre, j'ai dit que le plein air, la pratique libre, les familles veulent y aller. On sent cet intérêt-là. Je vous dirais que tout ce qu'on peut faire en matière d'accès aux infrastructures, accès aux équipements, favoriser là, justement une accessibilité quasi universelle à ce matériel-là dans nos parcs, dans nos espaces verts, peut favoriser justement les familles à plus faible revenu, les familles plus nombreuses, à avoir accès à des activités physiques de proximité, libres et spontanées, dans leur quartier.
Donc, je conclurai là, en vous disant que, puis on va aller plus loin dans la présentation d'aujourd'hui, mais ce regard-là, il est important. On peut s'attarder sur les chiffres, mais je pense qu'il faut surtout s'attarder sur les freins, sur les obstacles et voir comment on peut faire tomber ces obstacles-là. Souvent, on pense que d'en faire plus va toujours être mieux, mais je pense qu'il faut aller sonder notre milieu, identifier quels sont les freins et les obstacles et agir sur ces freins-là. C'est impliquer les jeunes et les familles dans la solution, les entendre, les écouter. Je sais que Marie-Maude va aller beaucoup là-dedans. On les a sondés, on les écoute, puis ils vont faire partie de la solution. Alors pour moi, je pense que c'est un élément très important. Et finalement, je dirais apprendre de cette pandémie-là. La pandémie nous a amenés à voir comment on pouvait maximiser nos infrastructures, mieux communiquer notre offre. On n'a jamais autant animé la pratique libre par des mesures de communication, un volet culturel, de restauration, en même temps qu'on faisait de l'activité physique. On a diversifié, on a utilisé les technologies aussi pour essayer de rejoindre les gens à la maison. Tout ça sont des pratiques que les organisations, je le souhaite, conserveront dans leurs pratiques régulières ou adapteront une fois que la nouvelle normalité arrivera, mais de faire en sorte justement qu'on soit capable d'apprendre de cette pandémie pour augmenter tranquillement nos chiffres, mais surtout rejoindre les populations qui ont été moins rejointes au cours des 2 dernières années. Alors, c'est ma petite introduction, mais merci de cette tribune, encore une fois. Merci beaucoup, Steve, pour ce portrait tout à fait édifiant que tu viens de nous présenter là et aussi pour les pistes de solutions qui nous emmènent vraiment à réfléchir à des actions concrètes que l'on peut poser dès maintenant pour pouvoir agir sur la situation. Et pour continuer en fait sur cette lancée, je vais maintenant me tourner vers vous, Madame Dubuc. Et donc, vous êtes la chercheure principale d'un projet très intéressant qui s'appelle Go, le secondaire s'active. Et l'objectif de ce projet-là, c'était justement d'identifier les facteurs facilitants, les obstacles, mais aussi les besoins qui sont liés à la pratique de l'activité physique chez des élèves qui fréquentent une école secondaire publique de Montréal. Et d'ailleurs, il y a une infographie et un rapport qui résument ce projet-là qui viennent de sortir et on va mettre les liens pour y accéder dans le chat. Donc, Madame Dubuc, pourriez-vous nous présenter quelques-uns des constats qui ont émergé de cette étude et notamment les liens que vous avez peut-être pu observer entre l'utilisation des écrans et aussi cette pratique de l'activité physique? Merci. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on vient de sortir le rapport final et l'infographie d'un projet qui s'est déroulé de 2019 à 2021 à Montréal. C'est un projet de partenaire, donc j'aimerais juste prendre le temps de le mentionner. C'est un projet qui a été mené par la Direction régionale de santé publique du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, en collaboration avec la chaire de recherche Kino-Québec de l'Université de Sherbrooke et tout ça chapeauté par l'URLS de Montréal, donc SLIM, Sport et Loisirs de l'île de Montréal. Puis c'est vraiment un projet de partenaire, donc autour de la table, il y avait également tous les centres de services scolaires, Commission scolaire de Montréal, les réseaux du sport étudiant, d'autres organismes, la ville aussi. Et il y a vraiment une volonté commune de s'attaquer aux problèmes de sédentarité et d'inactivité physique des adolescents. C'était la clientèle qui a été ciblée par ce projet-là parce que c'est une clientèle qui est, Steve l'a mentionné, c'est une clientèle qui ne participe pas à la hauteur de nos espérances ou à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour leur santé. Donc, on est vraiment allé sonder les adolescents dans les écoles. On a réussi à sonder près de 3000 jeunes grâce à ce partenariat élargi-là. On a été capable de sonder également des intervenants puis des organismes communautaires qui œuvraient auprès de ces jeunes-là au niveau de la pratique d'activité physique. Ce qu'on a observé, mais ça concorde quand même très bien avec ce que Steve a déjà mentionné. Donc, on a 28% des jeunes adolescents qui respectent la recommandation en matière de temps écran. Donc, le temps écran pour le loisir, là, on s'entend, ce n'est pas le temps écran passé pour faire des travaux scolaires, c'est vraiment pour se divertir. Ça veut dire qu'il y a seulement 28% qui passent moins de 2 heures par jour la semaine. Pour la fin de semaine, je vous inviterai à aller voir le rapport, c'est plus complexe. Mais parmi ceux qui ne respectent pas, en fait, il y a 28% qui respectent le temps écran et il y en a 37% qui non seulement dépassent les 2 heures par jour, mais dépassent les 4 heures par jour d'utilisation de temps écran pour se divertir. On parle encore une fois pas pour l'école, pas pour des travaux, pour se divertir par jour et jours de semaine. Donc, ils ont de l'école en plus dans leur journée, ils réussissent à passer 4 heures par jour là-dessus. Donc, c'est
un défi colossal qu'on a en ce moment. Ça va prendre beaucoup pour renverser la vapeur, mais le portrait de la situation, c'est ça actuellement. Donc, faut en être conscient. Si on regarde sur le plan de l'activité physique, parmi nos 3000 jeunes, il y en avait 18% qui, sur semaine, réussissaient à respecter la recommandation de 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par jour. Mais il y en avait quand même 38% qui ont dit qu'ils faisaient moins de 20 minutes par jour. Donc, 38% qui sont très, très loin de l'atteindre. Donc, ça aussi, c'est un portrait qui est alarmant. Puis, Steve parlait tantôt pendant la pandémie, nos adolescents, c'est ce qu'on a vu, nous, à Montréal, que seulement moins qu'1% en fait, réussissaient à combiner les 3 recommandations, donc celle du sommeil, celle du temps écran de loisirs et celle de l'activité physique. Seulement 1% des 3000 jeunes sondés réussissaient à respecter les 3 recommandations. Mais l'autre côté qu'on a vu qui était tout aussi, sinon encore plus alarmant, c'est que près d'un élève sur 2, près de 50% des jeunes sondés ne réussissaient à en respecter aucune des 3. Donc 0 sur 3, ni le sommeil, ni l'activité physique, ni le temps écran pour un adolescent sur 2. C'est immense. Donc, il y a vraiment c'est vraiment des données qui sont alarmantes. En fait, alarmant, je ne suis plus sûre si c'est le bon terme. Là. Je pense qu'on pourrait aller à un niveau supérieur au niveau des adolescents. Je ne pense pas que la pandémie, c'est sûr que c'est post-pandémie, mais je ne pense pas que c'est naturellement que tout ça va se régler. Il va falloir mettre des actions pour y arriver. Puis ce qu'on savait déjà et ce qu'on sait qu'à l'adolescence, on voyait déjà une baisse de la pratique d'activité physique et ça, avant la pandémie, on le savait. Et ce qu'on sait maintenant aussi, c'est que cette baisse-là est beaucoup associée à une hausse du temps sédentaire. Donc, c'est une hausse du temps sédentaire combinée à une baisse d'activité physique, mais de façon générale, ce n'est pas n'importe quelle activité physique, c'est l'activité physique d'intensité légère. Steve en parlait un petit peu tantôt que c'était une avenue à explorer de ramener l'activité physique d'intensité légère, le transport actif, pas toujours être dans une intensité très, très élevée où on est en sueur et oui, c'est ça qui est l'idéal pour la santé, mais en ce moment, ce qu'on observe, c'est que c'est l'activité physique légère qui perd du terrain au profit des activités sédentaires. Et c'est là le switch qui se fait au niveau de l'adolescence, beaucoup à ce niveau-là. Et dans les activités sédentaires, c'est sûr qu'on peut penser que le temps écran prend une grande place de ces activités sédentaires-là qui sont observées. Mais il y a des études qui sont là-dessus pour se pencher plus précisément là, sur vraiment la relation du temps écran sur l'activité physique d'intensité légère. Donc ça, c'est ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'on observe aussi. Puis, malgré ça, on pense que les jeunes ne veulent pas en faire ou veulent juste être sur le temps d'écran. Nous, on leur a demandé, est-ce que vous êtes intéressés par l'activité physique de façon générale? Puis, il y avait quand même 54% des jeunes qui avaient un grand ou très grand intérêt pour l'activité physique. Donc, environ 1 sur 2 où c'est moins élevé. Donc, il y a peut-être du chemin à faire là aussi. Mais si on demandait de façon générale, est-ce que tu aimerais en pratiquer davantage? Est-ce que tu es satisfait de ta pratique? Bien, c'est plus d'1 sur 2 qui nous disait qu'ils souhaiteraient en pratiquer plus, et ça, indépendamment qu'il y avait de l'intérêt, un grand intérêt ou pas. Donc, c'était 51% des jeunes de façon générale qui souhaitaient en pratiquer plus. Et parmi ceux qui n'avaient pas d'intérêt, c'était 44% d'entre eux qui souhaitaient en pratiquer plus quand même. Donc, même si l'intérêt n'est pas nécessairement là, il faut comprendre que peut-être l'offre ne correspond pas à leur intérêt, mais ils ont un désir d'en pratiquer davantage. Des fois, ils manquent de ressources, manquent d'outils pour mieux gérer leur comportement peut-être ou pour mieux trouver quelque chose qui est adapté à leurs besoins. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disaient. Puis quand on leur demandait, qu'est-ce qui t'aiderait à en pratiquer plus, qu'est-ce qui faciliterait, qu'est-ce qui te motiverait, l'aspect numéro 1 à l'adolescence, c'est les amis. Donc, c'est l'aspect social, c'est d'être avec des amis. Ce n'est pas l'aspect compétitif, c'est pas, oui, ça revient un peu plus loin, mais c'est d'être avec les amis. Donc, ça, il faut le penser quand on offre, quand on fait des offres, que ce soit accessible pour qu'ils puissent venir à plusieurs. Et ça, c'était peu importe que ce soit, des fois, on pense que d'être avec les amis, c'est automatiquement un sport collectif. C'était pas ça qui était question. C'était vraiment de pouvoir partager le moment. Et ensuite, si on leur disait, d'abord, qu'est-ce qui fait que tu n'en fais pas? Parce que ça ne nous semble pas être un enjeu si grand d'être avec les amis. C'est possible dans les structures actuelles de façon générale. Mais ce qui revenait comme obstacle, très, très souvent, manque de motivation, manque d'énergie, manque de temps. Puis, eux-mêmes nommaient en quatrième position l'utilisation des écrans. Donc, ma propre utilisation des écrans, pour moi, est un frein, est un obstacle à ma propre pratique d'activité physique. Les jeunes étaient capables de le nommer. Mais dans un premier temps, manque de motivation, manque d'énergie, manque de temps. Et tout ça, on leur dit, OK, mais quelles seraient les solutions? Avez-vous quelques idées? Puis
première solution proposée par les élèves, en fait, la numéro 1 qui était mentionnée par 60% des jeunes, c'était d'augmenter le temps alloué aux cours d'éducation physique et à la santé à l'école. Puis, si on leur pose un petit peu la question, mais pourquoi augmenter le temps? Bien, c'est un endroit où il y a une variété qui est offerte, où l'accent n'est pas mis nécessairement sur la compétition. C'est inclusif, c'est pour tout le monde est là. Puis, c'est à l'horaire. Donc, c'est facile, c'est simple, je dois y aller, c'est dans mon horaire. Donc, c'est sûr que si on m'en met plus, je vais pratiquer plus d'activités physiques aussi. Puis, je vais le faire dans un cadre qui est quand même sécurisant pour tout le monde. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, ce qui nous a intéressé encore plus avec cette donnée-là, en fait, ce qui nous a surpris, c'est que les jeunes nous disaient, oui, augmenter, 60% d'entre eux nous disaient d'augmenter le temps alloué à l'éducation physique et à la santé à l'école. Puis si on allait voir le sous-groupe d'élèves qui nous disaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour l'activité physique, c'était 80% d'entre eux qui nous nommaient ça comme première solution. Donc, les jeunes qui ont moins d'intérêt trouvent leur compte quand même là et trouvent que ce serait un bon moyen. Les autres solutions qui nous ont été proposées par les jeunes, Steve en a parlé, mais la diversification, augmenter, diversifier l'offre. Ce n'est pas juste de diversifier les choix des activités, mais des fois, c'est le contexte aussi. Est-ce qu'on est obligé de faire partie de l'équipe de l'école? Est-ce qu'on pourrait simplement pouvoir y aller de façon libre, pratiquer les mêmes activités ou d'autres activités, mais de façon différente? On sortir du cadre un petit peu qui est souvent proposé. Et de plus en plus d'écoles ou d'organismes autour de l'offre et le font, mais il va falloir que ce soit bonifié encore. C'est vraiment ce qui est demandé par les jeunes. Et il parlait aussi beaucoup de proposer des sorties récréatives, sportives, en plein air, sortir un peu du cadre habituel pour aller découvrir ce qu'il y a autour de l'école, ce qu'il y a autour de leur ville, de leur quartier, des différents endroits de plein air. Donc, ça fait partie de ce que les jeunes nous ont beaucoup, beaucoup mentionné. Ben, parfait, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup apprécié aussi à quel point les jeunes sont capables même de commenter ces problématiques et eux-mêmes aussi d'arriver avec des solutions qui leur conviennent. Parfait. Écoutez, étant donné que le temps avance là, on va pouvoir continuer. Mais j'aimerais d'abord vous dire très merci. Merci beaucoup, Monsieur Eger et Madame Dubuc, de nous avoir éclairés sur ces problématiques-là qui touchent les jeunes, mais aussi d'avoir mis en lumière les pistes de solutions en fait à favoriser pour faire face à cette situation. Et justement, en fait, ce que je retiens de vos interventions, c'est que pour favoriser un mode de vie physiquement actif chez les jeunes, il faut vraiment une implication du plus grand nombre. J'aimerais aussi rajouter qu'un environnement de proximité qui est adapté aux intérêts des jeunes, qui stimule leur motivation, leur envie de faire une activité physique, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui peut être un levier pour leur permettre d'être actifs au quotidien. Et dans cet environnement de proximité, je comprends aussi que l'école a un rôle irremplaçable à jouer, comme vous l'avez d'ailleurs si bien souligné. Et le cours d'éducation physique à la santé, je pense qu'il est tout simplement essentiel en fait, pour développer les habiletés motrices qui elles-mêmes, après en bout de ligne, vont permettre de réaliser une activité physique dans le plaisir. Et en réalité, je vois aussi vraiment ce cours d'éducation physique et à la santé comme étant un peu au cœur de cette culture scolaire qui valorise la pratique de l'activité physique. Et en passant par l'école aussi, je pense qu'on a la possibilité de créer des liens avec que ce soit les organismes de sport, de loisirs, de plein air, mais on a aussi la possibilité de créer des liens avec les municipalités, avec les familles. D'ailleurs, tout à l'heure, Steve, tu as beaucoup insisté sur cette question de cellules familiales, en fait, de bulles familiales qu'il faut aussi prendre en compte. En fait, ce n'est pas juste le jeune lui seul, mais c'est vraiment le jeune avec sa famille. Et je pense que c'est très important que toutes ces parties prenantes-là soient amenées à la table, soient amenées ensemble pour réfléchir, parce qu'en réalité, elles ont toutes un rôle à jouer pour bâtir vraiment des environnements qui vont être favorables à un mode de vie physiquement actif.